Ah, alors ça, c'est une question très difficile parce qu'en fait, j'ai fait des études de littérature pendant très longtemps, pendant 5 ans, jusqu'au DEA. Et l'histoire que j'ai avec la littérature, c'est qu'en fait, moi je suis dyslexique. Donc j'ai su lire à 10 ans seulement. La lecture, c'était vraiment un combat, c'était une difficulté, c'était une horreur. Et j'ai eu besoin de me prouver à moi-même que j'y arrivais. J'ai appris à lire avec mon papa à force de temps et puis évidemment en étant aidée d'une orthophoniste. Et au moment où voilà, j'ai pu lire, et ben, ça a été une liberté, une fierté finalement, une fierté très personnelle parce que voilà. Et je pense que j'ai aussi fait des études pour ça. Et le livre en particulier qui m'a vraiment changée, c'est Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Parce que c'est un livre qui est à la fois très personnel évidemment, donc c'est comment un homme se regarde, et puis historiquement c'est quand même une des premières introspections, donc c'est comprendre qu'on ne peut pas être heureux sans se regarder soi-même et au regard des autres, parce que Rousseau est un philosophe, donc il a un lien avec la société qui est extrêmement fort et un regard là-dessus qui est extrêmement fort. Donc c'est à la fois, c'est se centrer dans le monde. Alors c'est même pas l'idée de prise en charge, mais c'est l'idée d'exister tout simplement pour quelqu'un, c'est-à-dire d'être regardé positivement pour quelqu'un. Quand on est placé, ce qui était mon cas, dans des institutions, c'est l'anonymat. C'est un numéro d'immatriculation. Je suis le numéro 5873, votre chaleureux. Bon. Et puis, bien évidemment, les déplacements. Vous ne savez jamais ce que sera demain. Est-ce que vous serez dans telle institution? Est-ce que vous serez à la campagne? C'est ce que j'appelle l'errance affective. Et que quelqu'un vous dise, eh bien, tu comptes pour moi. Je suis là dans ta vie. C'est tout simplement un ancrage, c'est tout simplement vous empêcher de partir à la dérive. C'est tout simplement vous permettre de vous voir vous-même autrement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas cet enfant délaissé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas celle qui ne compte pour personne, qui n'intéresse personne. Vous êtes quelqu'un dans le regard de l'autre. Et c'est toute la définition, d'ailleurs, j'allais dire sur le plan philosophique du je. Je, n'est-ce pas, n'existe que par rapport au lien que je tisse avec vous. Si je n'ai pas le regard de l'autre, je n'existe pas. Donc c'est vraiment de l'ordre de la survie. Donc rencontrer quelqu'un qui vous délivre ce message vital, c'est toute la résilience, c'est tout ce qui va vous permettre de dépasser les obstacles. Tessa lasted about 5 years to come actually, because it took us almost 4 years to find somebody to participate, because as two women we needed someone else. With a little donation to help us. And we had very clear ideas. We didn't want anonymous. We wanted somebody who Tessa, our baby, could know when she is growing up. So it had to be somebody who was prepared to say, okay, I'm your father, but who at the same time didn't want to interfere too much in our life. And that's quite difficult to find. But we did. Ah oui, ah oui, c'est une seconde naissance. Je dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas des moments où, comme tout le monde, je vais déprimer pour X raisons, mais oui, c'est une seconde naissance parce que plusieurs mois comme ça, donc à l'hôpital et en fauteuil roulant, vous voyez le monde d'une manière totalement différente. Et c'est... Je me souviens de ma sortie où je trouvais qu'une pâquerette était extraordinaire. Alors ça peut paraître totalement ridicule de dire ça, mais en fait c'était le cas. C'est-à-dire je pouvais rester accroupie comme ça pendant 1 minute à regarder une pâquerette. Oh, c'est tellement beau la nature. Bon, je me souviens de ma chambre d'hôpital, j'étais hospitalisée à Bichat, où je voyais les gens sur le périph' dans des bouchons, mais qui avaient la chance de rentrer chez eux. Et je me dis, mais plus jamais je me plaindrai. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a des nouvelles choses qui se passe, qui arrive, c'est très étonnant. Et puis j'ai rencontré des gens qui avaient une véritable force. That's an interesting question, Sonia, because we have several groups from developing countries, like one particularly in Ghana, that wants to replicate, they want to do the things that we are doing in the District of Columbia, they want to do in Ghana. And whenever people come, they always say, this is what we need to do. We need to set healthcare in its social context. It's not solely healthcare, but healthcare is a very important part of what families need to have. And if women are healthy, they will teach healthy ways to their children.
to their whole family, because men are sometimes feel that they're strong and they'll always be strong, but women are more sensitive to the role that health plays in the health of the whole family. Mes parents ont été les piliers de ma jeunesse, en tant que personne, en tant qu'adulte. Et c'est vrai que la perte de ma mère, j'ai perdu ma mère d'un cancer des ovaires et elle nous l'a caché, elle me l'a caché. Moi je vivais à cette époque au Nigeria et c'était très très dur pour mon père qui a été un homme et qui est un homme exceptionnel et qui a pu être à ses côtés du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que grâce à ses valeurs, et parce que ma mère fait toujours partie de moi, de nous, grâce à ces valeurs, ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses dans la vie, entre autres le départ de ma mère, effectivement. Mais dans la vie, c'est comme ça, comment dire, on aimerait surmonter certaines étapes et on pense qu'en vivant certaines expériences, on apprend, mais c'est vrai, on apprend beaucoup et ça fait partie malheureusement de la vie, de perdre un être cher dans des conditions qui sont parfois très 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 dures. Et ce qui est le plus dur, je pense, c'est d'être près de ces personnes et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Le tout, c'est d'être là. C'est ça qui est important, je pense. I made the decision quite a long time ago that I didn't want to have children, and you know, luckily I met Victor, who sort of was on the same wavelength, and perhaps after I met him I thought, oh yes, there's a person that I might have wanted to have children with, but it was a little bit late. And the truth is that at the time we met, I wasn't that convinced. And as you say, I mean, I do like to travel, and not having children really, it may sound cliched, but you have more disposable income. It gives you the freedom really to do things that you want to do. I think one of the things that I've learned, it took me a little while to understand it and to accept it, but that it's okay to be selfish. And at one point I felt that maybe not having children was a selfish act, literally because I wanted to spend time with myself. I wanted to indulge myself. Je suis ravie d'entendre ce genre de discours parce qu'en effet, moi je trouve que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est fondamental, non seulement dans la réussite de sa vie personnelle, mais aussi professionnelle quelque part. Je me suis retrouvée très souvent dans des situations où, non seulement je n'arrivais pas à gérer l'aspect personnel, mais surtout dans des situations absurdes où on est en train de prendre des rendez-vous pour voir ses parents, prendre des rendez-vous pour aller voir son grand-père en maison de retraite et devoir partir avant l'heure pour ne pas rater un avion. Ça paraît absurde, on pense qu'on peut quand même prévoir ce genre de choses pour prendre le temps. Eh bien non, à un moment donné, on est tellement rattrapé par la pression, par les activités qu'on doit faire, qu'on ne prend même plus le temps de faire ces choses-là qui sont basiques et qui, je pense, si on rééquilibre tout ça de manière sensée et tout à fait raisonnable, peuvent être complètement faisables, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un point très très important de pouvoir rebalancer ma vie par rapport à ce qui est important et le travail. Pendant la cérémonie, en fait, on a créé une cérémonie qui n'était pas religieuse, mais c'est l'ami qui nous a présenté, Steve, qui a été le prêtre du jour. Et on avait préparé une petite apparition chacun de notre côté. Donc Christian arrivait sur sur un poney, accompagné des enfants qui étaient eux aussi sur un poney. Et une fois arrivé vers le lieu de la cérémonie, moi j'apparaissais au balcon à un moment donné de la chanson et il y avait des pétales de rose qui explosaient, etc. Donc voilà, c'était un chouette moment et je crois surtout qu'en fait ce que je retiens de ça, c'est que tout le monde est reparti de là en nous disant qu'ils avaient passé vraiment un moment extraordinaire où chacun avait pu apprendre aussi à se connaître, parce que tout le monde ne se connaissait pas, que ce soit entre nos familles ou tous nos amis. Et donc ça a laissé le temps à chacun
d'apprendre à connaître les uns les autres et à tous les gens qu'on aime, voilà, de partager un vrai moment. Si je peux la dessiner, ça veut dire que je peux la modeler comme je veux. Je choisirais New York, mais j'y incorporerais des choses d'Europe. New York, c'est extraordinaire. C'est une ville, c'est comme dans les films en fait. C'est une ville qui bouge, qui va à 1000 à l'heure, c'est grand, c'est grandiose, ça brille. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais en même temps, je viens d'Europe, je viens de Paris, et ça manque d'histoire, ça manque de bâtiments historiques, ça manque de culture. C'est très éphémère en fait. Alors qu'ici, c'est de la pierre et ça reste. Et c'est vrai que dans ma ville, si je la dessine, il y a un fond de New York, il y aurait cette skyline là qu'on voit en fond avec les grands buildings. Mais il y aurait des touches de Paris et il y aurait des bons restaurants aussi.